Chers téléspectateurs, internautes de la Rewmi TV, heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour votre émission hebdomadaire Bienvenue Dougal, le premier portail d'entrée au Sénégal, votre émission interactive. Cette émission qui vous fait découvrir le Sénégal, qui vend le Sénégal, qui invite aussi ses acteurs à venir ici échanger avec nous, mais aussi nous nous déplaçons. Et oui, nous nous déplaçons parce que Bienvenue Dougal, c'est bien sûr cela aussi. On se déplace pour aller vers la population, aller vers ces acteurs, échanger avec eux, discuter avec eux sur ce secteur qui nous tient à cœur, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est le tourisme. Alors aujourd'hui, nous recevons encore une fois un autre acteur qui est venu honorer sa présence pour pouvoir discuter avec vous de ce secteur qui est le tourisme. Alors il s'agit de Monsieur Pape Touré, c'est un ami et frère, donc j'ai toujours le plaisir de le recevoir. Donc c'est Monsieur Pape Touré, manager des entreprises et projets touristiques, directeur général de Sahel Évasion Tour. En même temps, il est enseignant, formateur à ESUP Afrique, ISFAD et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Pape Touré, bienvenue. Je sais que j'ai toujours l'habitude de recevoir des Silla, des Touré, des Baye, mais moi, j'ai pas de chance. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Comment? Parce que je reçois un Touré aujourd'hui. Ah bon. Un Touré devant une Loen, c'est autre chose. Hein. Ah, c'est autre chose, mais Inch'Allah, on verra. Hein. On va trouver un consensus. On va trouver un consensus. Après un bon tchep, je vais trouver un bon tchep. Comme ça, on trouvera le consensus. Bon, tchep, juste pour Djamouchi Yalla. Ah, d'accord. En tout cas, bienvenue, Pape. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous laisse dire bonjour. Bonjour, Fama. C'est vraiment un plaisir de venir encore une fois sur ce plateau. Vraiment, qui est un plateau très important pour l'activité touristique. Et je dirais pratiquement c'est l'un des plateaux ou bien le plateau le plus durable parlant d'activité touristique et parlant d'émission touristique. Donc je dis bonjour à tout le personnel, en commençant par le directeur général, M. Mbagnick Diop, vraiment qui est également une personne qui évolue vraiment dans l'événementiel. Qui parle d'événementiel, parle de tourisme. Bien sûr. Donc également, c'est une occasion également de saluer ma femme et de saluer également mes collègues de travail à l'université comme au bureau. Également de saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. D'accord. Alors, Pape Touré, donc pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs en nous décrivant votre parcours universitaire et professionnel? Merci Fama. Donc je m'appelle Pape Touré. Après mon bac que j'ai obtenu au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis, après Elcoft, je suis venu à l'université de Dakar. Au début, j'étais à la faculté des sciences juridiques et politiques. Après une année d'études, j'étais intéressé par l'activité touristique. D'accord. Et je suis parti en ce moment, c'était ISG, Institut supérieur de gestion. Oui. Aujourd'hui, c'est ESP, Tout à fait. École supérieure polytechnique de Dakar. Donc, je suis parti là-bas, je me suis inscrit pour faire la formation en tourisme. Après mon BTS ou bien DTS, je suis parti à Saint-Louis, commencer mon activité ou bien ma carrière professionnelle. J'ai travaillé à Sahel Découverte. Après Sahel Découverte, j'ai travaillé à Cap-Tour. Et quelques années après, j'ai créé mon propre agence qui s'appelle Sahel Évasion Tour. Au bout de quelques années, je suis retourné encore à l'université pour faire la licence 3, le master 1 et le master 2. D'accord. Donc, je suis diplômé du master des sciences et techniques de gestion et spécialité management des entreprises et projets touristiques. D'accord. Du point de vue académique aussi, j'ai eu à participer à plusieurs formations. D'abord à la conception des maquettes de formation universitaire, telles que par exemple l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass pour les master 1, master 2. J'ai contribué également dans l'élaboration des programmes de syllabus des clusters de tourisme. D'accord. Mais aussi j'ai contribué également à la rédaction des programmes à ESUP Afrique, des syllabus, mais aussi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Précisément ISFAD, qui signifie Institut supérieur de formation à distance. D'accord. Donc ça, c'est quand même ma contribution pour ce qui est du point de vue académique. D'accord. Alors, votre parcours professionnel est très riche et je vous félicite d'ailleurs. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer Sahel Évasion Tour? Votre clientèle est-elle étrangère ou locale? Merci Fama pour cette importante question. Donc Sahel Évasion, je l'ai créé avec un ami également qui s'appelle Alioune Thioune, qui vit actuellement
en Espagne. D'accord. Donc, nous étions ensemble dans la même boîte, dans la même agence de voyage. Et au bout de quelques années, après, nous avons acquis quand même une certaine expérience. Tout à fait. Donc, il fallait quand même essayer de créer des emplois et d'être également, de créer des emplois, mais également d'être autonome du point de vue professionnel. Bien sûr. Du point de vue, dans la mesure où j'ai acquis plus de 15 d'années d'expérience, Oui. donc il fallait quand même mettre en œuvre cela. Tout à fait. Donc, nous avons eu l'idée et nous avons dépensé beaucoup d'argent. D'abord, rien que pour la création de l'agence, il fallait mettre 5 millions cash sur la table, donc qui constituait la conso que nous avons déposée à la caisse de dépôt et de consignation. Ça fait depuis pratiquement plus de 12 ans. Et je pense que la caisse de dépôt et de consignation devrait nous reverser des intérêts. Bien sûr. Parce que quand tu prends 5 millions, tu les mets dans une banque, au bout de 10 ans, quand même, il y a des intérêts. Donc, et après, on a investi en achetant des véhicules, en achetant également des minicars, ainsi de suite, dans la logistique, créer des bureaux et créer des emplois. Et ça, c'était vraiment pour essayer de contribuer en tant qu'agent économique au développement économique, culturel et social du Sénégal. Et vraiment, nous sommes très fiers d'avoir contribué tant soit peu au développement économique et social du Sénégal. Et surtout, nous sommes très fiers dans la mesure où nous avons contribué à la formation de beaucoup de jeunes. Surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, après leur formation universitaire, donc il fallait trouver des stages, il fallait les accompagner, il fallait quand même les encadrer. Et dans ce cadre, quand même, j'ai eu quand même l'occasion, ou bien la chance de recevoir des étudiants nous venant des différentes universités du Sénégal et des fois de l'extérieur, et que j'ai formé. Certains sont devenus aujourd'hui vraiment de grands cadres. Et du point de vue également économique, comme je l'ai dit tantôt, donc on contribue sur la contribution fiscale, la contribution des impôts, les subventions, et ainsi de suite. Donc vraiment, du point de vue économique et social, vraiment, l'évasion a contribué sur le développement du Sénégal. D'accord. Et concernant parce que qui parle d'agence, c'est des créations d'emplois. Donc vous avez eu à recruter des jeunes pour pouvoir vous accompagner dans votre tâche? Oui, effectivement, parce qu'au début, sincèrement, comme c'était une nouvelle agence, on avait vraiment recruté beaucoup de jeunes. D'accord. Avec qui nous avons encadré, nous avons vraiment recruté et nous avons formé. D'accord. Donc, tout marche très bien jusqu'à mars 2020. 2020. Et pourquoi cette précision de mars 2020? Parce que très intéressante. Parce que le 2 mars 2020, c'était le premier cas de Covid. Effectivement. Et quand il y a ce cas de découverte de Covid, donc les gens ont commencé à en parler. Ça a impacté beaucoup de secteurs en fait. Oui, effectivement. Et en moins de 48 heures, on a eu pratiquement 100% d'annulation des réservations. C'est clair. Donc nous avons tenu de mars jusqu'à juillet. Vraiment, tout était fermé. On parlait de rester chez vous. Oui. Donc les frontières fermées, les hôtels fermés, tout était fermé. L'activité était devenue vraiment inactive. Tout à fait. Donc au bout de 5-6 mois, c'était très difficile. Donc on avait quand même un accompagnement de l'État que nous remercions vraiment avec le président Macky Sall. Et nous avons reçu quelques accompagnements et on était obligé vraiment de payer des arriérés de salaire. Bien sûr. Et comme la situation était un peu difficile, donc finalement, je ne fais pas dire baisser le rideau, mais nous avons suspendu un peu les activités normal, pendant quelques années. Et puis là, on a repris. Bien sûr, bien sûr. Alors, Monsieur Touré, le Sénégal privilégie le tourisme balnéaire et le tourisme d'affaires en misant beaucoup sur l'hôtellerie. Alors, pensez-vous que la valorisation du patrimoine à travers les excursions, les circuits touristiques offre plus de débouches à nos jeunes et nouveaux diplômés en tourisme? Alors, ma question se justifie parce que ces diplômés ne peuvent pas s'insérer dans l'hébergement et la restauration pour parler précisément de gestion hôtelière. Effectivement, très bien. Donc, c'est une très excellente question que vous venez de poser. Parlant de la diversification en passant par un peu le patrimoine culturel, le patrimoine matériel et immatériel, vous avez parfaitement raison parce que les hôtels aussi, si nous le savons en parlant de gestion hôtelière, il faudra comprendre un peu le cycle d'exploitation de l'hôtellerie. Tout à fait. Donc il commence d'abord par l'approvisionnement. Il y a des coûts et des coûts très lourds. Après l'approvisionnement, quand je parle d'approvisionnement, donc il faudra passer un peu à l'investissement, aux infrastructures. Donc on va passer un peu du domaine des stockages. Et après ça, donc vous avez ce qu'on appelle la transformation ou bien la production hôtelière. Et puis après la transformation, il faudra également la distribution. C'est ça. Et à la distribution, donc il faudra penser un peu à la vente des produits hôteliers. C'est ça. Et puis après la vente,
il faudra penser également aux dernières étapes, c'est le recouvrement. Et souvent, ce sont des charges qui sont là, qui peuvent être des charges, commençant par exemple ce qu'on appelle un peu les charges de matières premières, qui sont très lourdes pour les hôtels. Très oui. Il y a également ce qu'on appelle un peu les charges, les taux, ce qu'on appelle les coûts d'occupation. C'est-à-dire que des fois, les hôtels font des leasing. Les hôteliers également font ce qu'on appelle également des locations ou bien des amortissements, qui sont des charges non décaissables, mais quand même qui agissent sur le résultat des hôteliers, les résultats d'exploitation, je veux dire. À côté, il y a ce qu'on appelle un peu également les charges du personnel, que vous venez de parler, qui sont des charges fixes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les frais généraux. Vu ces 4 principales charges d'exploitation, c'est tout à fait normal que les hôteliers aussi essayent d'appliquer ce qu'on appelle la performance management. Essayent de voir comment faire pour quand même rentabiliser leur activité pour que les résultats soient plus efficients et plus efficaces. Surtout. C'est ça qu'on appelle l'optimisation des résultats. Donc, dans ce cas, on peut comprendre les hôteliers, pourquoi ils limitent un peu le recrutement de ces jeunes dont vous parlez. D'accord. Donc, il faudra qu'on essaie de comprendre ces charges. Bien sûr. Mais cela n'empêche aussi que les hôteliers recrutent temporairement. C'est-à-dire que ce sont des recrutements ponctuels qu'ils appellent chez eux un peu des extras. Donc ces extras, souvent, c'est des conventions, c'est des recrutements temporels, des recrutements un peu temporels, quoi, donc, et saisonniers. Donc par conséquent, ça c'est un frein qu'il faut que le recrutement hôtelier n'est pas très important. Du point de vue également, recrutement toujours de ces jeunes, des fois aussi, il faudra que les écoles de formation universitaires essayent de signer des conventions. Surtout ça. Avec les hôteliers. Il ne suffit pas de se limiter juste à l'université, de former des produits et de les laisser sur place. Ils doivent faire ce que font les hôteliers, c'est-à-dire ce que font les ingénieurs, font des visites, ils peuvent les appeler peut-être des éductours, se déplacer, aller vers les universités, parler avec eux, les demander au moins s'ils peuvent les recruter, tant soit peu quelques étudiants. Bien sûr. Mais si on envoie juste les étudiants pour aller déposer, des fois, nous c'est vrai. Donc, je pense qu'ils doivent aller quand même vers les structures hôtelières pour qu'on essaie. Parce que les hôtels également, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très concurrentiel. Et les ressources humaines est la ressource la plus capitale. Par conséquent, les hôteliers ont besoin quand même de recruter un personnel qualifié. Tout à fait. Et ces jeunes sont très bien formés dans nos universités. Et ils sont très bien formés. Et ils sont très employables. Moi, j'en sais quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis dans le milieu universitaire et je suis dans le milieu professionnel. Bien sûr. Mais là, le problème, en fait, moi, que j'aimerais vous poser par rapport aux hôteliers, on a l'impression qu'ils ne recrutent pas du tout, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure d'extras. Là, on se focalise plus quand il y a des événements, on prend des extras, on prend des saisonniers, on les prend par contrat. Mais les recrutements en tant que tel pour un CDD, un CDI dans un hôtel, c'est très difficile, monsieur Touré. Bon, effectivement, parce que également, je peux dire c'est le droit. Parce que du point de vue juridique, c'est le code du travail, parce qu'également, il faut qu'on essaie de parler un peu du droit hôtelier. Bien sûr. Parce que je pense que Maître Ablabat, quand il est venu avec l'APIX, il a donné la possibilité, une loi a été votée au Sénégal, ce qu'on appelle des contrats qu'on peut renouveler à 1 an. C'est ça. Donc c'est ça qu'il faut que eux, ils prennent cette brèche pour l'utiliser. Mais avant, cette possibilité n'existait pas. Du point de vue qu'ils ont cette possibilité de recruter des personnes pendant 1 an, du 1er janvier au 31 janvier, ton contrat prend fin, c'est tout à fait légal et normal. Donc s'ils veulent, ils renouvellent, s'ils ne veulent pas, ils ne renouvellent pas. S'ils te voient efficace, donc ils renouvellent jusqu'à 10 ans, 15 ans. Et ça existe dans tous les secteurs du Sénégal. Dans tous les secteurs. Donc je pense que c'est le code du travail qu'on doit essayer de revoir. Un peu, tout à fait. Pour, comme avant, si quelqu'un fait 6 mois de contrat renouvelable une fois, donc la deuxième fois doit être un CDI. Effectivement. Alors, on va parler un petit peu d'actualité, si vous voulez bien. Alors, l'actualité touristique, vous savez ce qui se passe, nationale revient au devant de la scène médiatique avec, hélas, un nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Alors, cette instabilité institutionnelle freine-t-elle le développement du secteur? On en est au 3e, au 4e ministère avec ce nouveau régime. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour cette pertinente question également. Je pense que ça également, c'est quand même un des freins du développement de notre secteur. Un problème. Vraiment, on est confronté à ce problème d'instabilité. Pourquoi? Parce que peut-être, je peux dire, nos gouvernants, je ne dis pas, ne comprennent pas, mais ils doivent donner plus
d'importance au secteur touristique. Ouais. Aujourd'hui, Dubaï est devenu centre du monde. Ce n'est pas à cause du pétrole. Aujourd'hui, c'est à cause du tourisme d'affaires. Oui. Le business tourisme à Dubaï, dans les Émirats. Donc, c'est incontournable. Ouais. Ils l'ont compris. Vous allez en Espagne. Pratiquement, le tourisme, ils vivent de tourisme. Allez-y en France, à Paris. Ils vivent de tourisme. Donc, pratiquement, toutes les grandes métropoles vivent de tourisme. Donc, c'est tout à fait important que nos autorités comprennent ça. Bon, maintenant, vous avez raison, des fois, on est ministre du tourisme, des transports aériens, de la culture, des loisirs. Ça, hein? Donc, ça, c'est un problème, dans la mesure où vraiment, toutes les lettres de politique sectorielle, on les change. Oui. Donc, il n'y a plus vraiment une vision claire et stable des politiques touristiques. Donc, heureusement, Amadouba était là comme ministre, je pense, de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Et je pense que c'est le même format qui ça a été retenu. Oui, okay, bon, là, peut-être on peut dire quand même c'est la continuité. Oui, effectivement. Bon, maintenant, le problème également chez nous, chaque ministre qui vient avec son équipe. C'est ça. C'est le souci en fait. Et puis les dossiers qui sont là, on doit... C'est un problème. C'est un problème, donc c'est un naturellement commencement. Effectivement. Donc chacun vient avec sa vision, chacun vient avec son équipe. C'est ça. Et chacun également vient avec son programme. C'est ça. Mais il y a les mêmes fonctionnaires qui sont sur place. Les mêmes agents de l'État qui sont sur place. Mais malheureusement, c'est la vision, les programmes qu'on change par rapport à la personne, par rapport à sa vision. Alors que normalement, on devrait avoir des programmes quinquennaux définis par le président de la République du Sénégal. Donc, comme c'est lui qui doit définir la politique de la nation, c'est cette politique que tous les ministres devraient quand même appliquer. Mais les ministères ont cette autonomie vraiment de changer les programmes du point de vue de leur vision et puis du point de vue de leur possibilité. D'accord. Alors, je vais poser la question par rapport au nouveau ministre. Qu'est-ce que vous pensez du choix de ce Premier ministre? Est-ce que ça vous convient en tant qu'acteur ou bien? Bon, lui, comme je dis, j'ai essayé quand même de faire des recherches sur lui pour voir vraiment que M. Alpha Thiam, pour voir son parcours. Donc, je vois qu'il est juriste de formation. Je vois qu'également, il a travaillé dans la communication, ou bien dans la communication. Bon, la structure, la plus grande structure, je ne vais pas citer, je pense qu'il était là-bas. Et également, il est manager. Je vois qu'il a fait du management. Et comme il a fait du management aussi, je pense que le tourisme a besoin de management. C'est un atout pour lui. Et je vois aussi, certains le considèrent, j'ai vu, quand même, il est parvenu quand même à se faire un nom. Oui, effectivement, durant les élections. Les élections. Donc, tant soit peu, partout où vous passez, on voyait Alpha Thiam sur les murs. Tout à fait. Moi, c'est de là que j'ai su que c'était très bien. Donc, s'il parvient également à nous mettre partout, destination Sénégal ou bien visite Sénégal. Comme ça, le Sénégal, ça va marcher. Ça va marcher. Donc, ça, c'est un atout de communication quand même qu'il a réussi à se faire honneur d'avoir ce qu'on appelle le positionnement dans l'esprit des électeurs sénégalais. Tout à fait. Donc, M. Thiam, même s'il n'a pas été candidat quand même, il est parvenu quand même à s'imposer du point de vue marketing. Et donc, on a besoin de cette expérience. Tout à fait. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, il est issu de milliers de la télécommunication. Aujourd'hui, celui qui parle de tourisme parle forcément de e-tourisme et de mobile tourisme. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a une expérience vraiment sur le tourisme digital. Tout à fait. Voir comment on peut faire à travers les réseaux sociaux, à travers Meta, à travers comment essayer de quand même de marquer l'empreinte du tourisme sénégalais. Tout à fait. Bon, hier aussi, je l'ai entendu parler d'appeler à la discipline. D'accord. Mais je pense qu'on a besoin de discipline, surtout dans le cadre du tourisme. Surtout. Au niveau de l'accueil des clients, au niveau de la façon dont les clients sont abordés. Il nous faut également quand même imposer cette discipline sur le terrain, que ce soit les agences, que ce soit les guides touristiques, que ce soit les artisans, que ce soit également ce qu'on appelle plus ou moins les marchands d'objets d'art. Donc on a besoin de discipline pour que vraiment le tourisme quand même aille de l'avant. D'accord. En parlant de discipline, d'ailleurs, on va couper pour ne pas perdre le fil. En parlant de discipline, si on remarque un petit peu le tourisme d'avant, vraiment les acteurs, les personnes qui travaillent, je donne l'exemple d'hôtel, les personnes qui travaillent dans des hôtels, c'était des personnes disciplinées qui savaient comment communiquer avec les clients, comment parler. C'était un art, c'était un plaisir de les regarder. Mais par rapport à aujourd'hui, il y a un problème. Effectivement. Et ça vraiment, nous des professionnels qui sommes sur le terrain, des fois nous sommes confrontés à ces problèmes.
de manque de courtoisie. D'accord. Au niveau de certaines structures, aéroportières, hôtelières. Des fois, on manque. Et je pense que ça, c'est pas une question de formation, mais c'est une question de... C'est pas la formation, mais c'est une question d'éducation. D'éducation, d'accord. D'éducation et peut-être de manque de sanctions. Ok. Parce que également, c'est très important ce qu'on appelle un peu le relationnel. C'est-à-dire que donc, le relationnel, ou bien la gestion de la relation clientèle, qu'on appelle un peu le CRMM, Customer Relationship Management, c'est quelque chose qui est fondamental dans le secteur touristique. Surtout une personne qui est au front office. Okay, il doit avoir vraiment des qualités, tout à fait. Une attitude et des compétences qui lui permettent vraiment d'être la vitrine de son pays, la vitrine de son agence et la vitrine de son hôtel. Donc vraiment, on doit beaucoup insister sur l'accueil de la clientèle. Bon, des fois, c'est une remarque, des fois la façon, bon ça je laisse parce que la façon dont il accueille, bon, je vais laisser éviter un peu de... Non mais je sais là où vous voulez en venir, je vais laisser ça, pas parce que j'ai eu à tester et à appeler parfois dans des hôtels et voilà, quand on appelle, on le ressent, on sait... Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il comprenne c'est la clientèle, tout le monde est client. Donc le client ne dépend pas de sa race, de la couleur de son peau ou bien de sa provenance, mais tout le monde est client. Donc il mérite d'être traité au même titre que toute la clientèle internationale. Mais des fois, c'est la clientèle internationale qui est mieux traitée que la clientèle nationale. Et dans tous les pays où le tourisme est développé, c'est la clientèle locale qui développe le tourisme. Ce n'est pas la clientèle internationale. Tant que le Sénégal, pour atteindre les 3 millions de touristes dont on parle, il faut que les Sénégalais fréquentent les hôtels. Il faut que les Sénégalais fréquentent les sites touristiques. Et là, on ne parle pas de Sénégalais, on ne parle pas de Français, on parle de nuitées. Donc, c'est par rapport au nombre de nuitées qu'on comptabilise pour savoir le nombre de touristes qui visitent le Sénégal. Mais si la clientèle locale est maltraitée, souvent les gens préfèrent... C'est pour ça qu'ils cherchent d'autres destinations. Absolument. Moi, j'ai vécu ça. En tant que directeur d'hôtel, directeur d'agence de voyage, je vais dans certains milliers. Oui, vous savez. Mais après, dès que les personnes sachent que c'est moi, ils commencent à changer d'attitude. Et j'ai dit non, c'est bon. C'est quoi, il est déjà parti? Déjà parti. Et je sais que donc c'est la même façon qu'ils traitent au Sénégal et c'est pas bon. Effectivement. Il faut quand même... D'accord. Alors, vous êtes enseignant, formateur à ESUP Afrique et à l'ISFAC au niveau de l'UCAD. Alors, est-ce une bonne chose de faire appel à des professionnels pour la formation des ressources humaines en matière de tourisme? Qu'est-ce que le professionnel ou les professionnels apportent en matière de formation touristique? Magnifique, excellente question. Effectivement, parce qu'avant, nous, quand nous étions à l'université, je pense que nous étions dans la même génération, bien sûr, en quelque sorte. Oui. À l'université de Dakar, pratiquement, c'était que des professeurs. Tout à fait. Qui sont dans la recherche, qui nous enseignaient. Tout à fait. Mais après, ce qu'on remarquait, que les gens, quand ils venaient dans le milieu professionnel, il manquait certaines, disons, capacités. Je ne veux pas dire compétences, mais capacités. Mais donc, les gens ont fait l'état général de la formation. Et les gens ont remarqué qu'il y avait quand même un certain écart entre la formation et l'employabilité de ces jeunes. D'accord. Donc l'État du Sénégal n'a pas hésité à mettre sur place ce qu'on appelle la méthode APC, aptitude par les compétences. Donc dans le cadre de l'aptitude par les compétences, ce que l'État fait, dès qu'il fait par exemple un syllabus, on prend les chercheurs et on prend les professionnels pour qu'ils discutent sur le programme à enseigner. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui l'enseignement est semi-pratique et semi-théorique. Okay. C'est pourquoi donc il y a beaucoup de professionnels qui interviennent aujourd'hui dans les universités, qui interviennent également dans les écoles supérieures de formation. Donc, et là, c'est pourquoi je t'ai dit tantôt, les étudiants aujourd'hui ils deviennent automatiquement employables. Tout à fait. Parce qu'ils vivent des cas pratiques dans la formation et des exemples concrets que les professionnels du tourisme vivent quotidiennement. C'est ça. Et c'est ces connaissances, ces savoirs qui sont transmis à ces étudiants. Okay. Donc, ces savoirs sont transmis aux étudiants et par conséquent, ils deviennent vraiment pratiques, ils deviennent vraiment aussi pragmatiques et également employables. D'accord. Donc, vraiment, c'est une excellente chose. Et ça, je pense également, c'est un concept très développé dans les pays développés aussi. Oui. Essayer de mettre vraiment les professionnels et également les enseignants-chercheurs. C'est ça. Et vraiment, c'est complémentaire dans la mesure où ces étudiants
sont nos futurs bien sûr. partenaires ou bien nos futurs collaborateurs sur le terrain. Oui, bien sûr. Bon, moi, actuellement, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont des réceptionnistes, des contrôleurs de gestion dans les hôtels. Oui, J'appelle, je tombe sur eux. Hein. C'est bien ça. Ce n'est plus le professeur qui appelle, mais c'est le collègue qui appelle. C'est ça, effectivement. Donc, à partir de ce moment, donc, on échange et puis je vois vraiment, c'est très, et ça très rapidement par rapport à il y a quelques années. D'accord, parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause, on va faire suivre notre page découverte. Alors, je vous propose de regarder, on revient sur le plateau avec Monsieur Touré. Merci. Alors, de retour sur le plateau de la Rewmi TV, si vous venez de nous prendre en cours, nous sommes avec Monsieur Pape Touré, qui est notre invité du jour. Alors, vous avez regardé la page, donc aujourd'hui, on vous a proposé l'agence de Monsieur Touré, qui va nous expliquer un petit peu cette belle vidéo qui parle du Sénégal, qui parle de la destination Sénégal, des beaux endroits. Merci Fama, encore une fois. Et puis, je remercie vraiment le groupe Promo Consulting d'avoir fait passer cette image de Sahel Évasion Tour que nous avons monté pour faire la promotion au niveau local. Parce que, également, si on parle de tourisme, comme je l'ai dit tantôt, il faut passer au tourisme local, le tourisme intérieur et le tourisme national. Tout à fait. Et du point de vue produit, nous avons pensé à mettre cette vidéo comme stratégie de communication. D'accord. Donc, pour atteindre plus de Sénégalais, du point de vue, par exemple, un produit que nous proposons qu'on appelle le team building. C'est dans ce cadre que nous avons monté cette vidéo pour essayer de montrer un peu ici les infrastructures hôtelières. Oui. Pratiquement, il n'y a que des hôtels qu'on a fait passer. Oui. On a fait une vidéo pour les sites touristiques et une vidéo également pour les sites touristiques et une vidéo également pour, je peux dire, la culture sénégalaise. C'est ça. Donc, c'est 3 vidéos que nous avons montées, des vidéos d'1 minute qui sont plus faciles pour les consommateurs à visualiser. C'est pourquoi donc c'est une vidéo d'1 minute qu'on a fait pour montrer vraiment les possibilités de séjourner au Sénégal avec Sahel Évasion Tour, donc pour réserver des hôtels. Donc ça c'est vraiment une vidéo pour les hôtels. D'accord. Donc on a montré, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé un peu de tourisme balnéaire. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ici vraiment on a fait quand même cette vidéo pour montrer un peu les potentialités que nous avons et les infrastructures hôtelières. D'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait aussi des photos où vous étiez carrément en Casamance avec, où vous montrez vraiment la culture sénégalaise, nos origines, c'était avec des blancs, c'était magnifique. Hein? Effectivement, parce qu'en parlant de Casamance, donc la Casamance vraiment c'est la région naturelle du Sénégal. Mais du point de vue culturel également, c'est la région la plus conservatrice. C'est ça. Donc quand vous allez en Casamance, vraiment les gens vivent encore de leur tradition, de leur juste et de leur coutume. Donc nous avons visité par exemple l'île de l'Obali, donc qui est une île vraiment au fond des mangroves de la Casamance. Et vraiment c'est toujours la tradition. C'est la tradition, la culture. C'est pourquoi j'ai montré une vidéo avec une femme là qui essaye de porter un point. C'est ça, j'ai vu ça. Ouais. Donc c'est vraiment une façon de montrer aussi qu'au Sénégal également, toujours, il y a des cultures ou bien des communautés qui sont toujours conservateurs et qui gardent également vraiment leur culture. Et on a besoin de cette culture qui est la base de notre patrimoine immatériel. C'est ça. Donc parlant de patrimoine, donc il faut que les gens également conservent leur culture pour que demain qu'on puisse vendre. Bien sûr. C'est pourquoi donc vous avez vu cette vidéo où vraiment nous avons essayé de montrer un peu la culture Diola, effectivement. La culture Socé aussi, parce qu'en Casamance il y a les Socé, mais aussi également d'autres. Il y a beaucoup d'unités sur place, donc vraiment qu'il faut que vraiment chacun essaye de montrer ça. Et chez des clients, souvent qui venaient, ils me disaient moi, on veut juste voir la danse du Kumpo. Du Kumpo. Kumpo. Oui. C'est quoi la danse? C'est un masque où le gars. Ah oui, il danse rapidement. Les gens viennent que pour ça. D'accord. Parce que j'ai mis ça à une statue
D'accord. Et quand les gens l'ont vu, ils me disent, mais tiens, il faut qu'on voit cette danse. C'est bien. Et ils comptent revenir encore l'année prochaine. C'est bien. Ils l'ont fait une fois et l'année prochaine, ils vont venir rien que pour voir la danse du Kumpo, pour vous dire que vraiment, la culture est très importante, et c'est une matière première du tourisme. C'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, on peut parler de nos jeunes. Hein. Alors, les apprenants éprouvent des difficultés à trouver un cadre d'accueil pour leur stage, et plus particulièrement un emploi durable. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Avez-vous des solutions à préconiser pour une formation de qualité et une insertion plus efficace de nos diplômés? Oui, bien sûr. Il y a des solutions quand même. Et comme je l'ai dit tantôt, donc la première chose, c'est, en parlant de formation, il faut que ça soit une formation vraiment, une formation parfaite. Bon, ou bien, je peux dire, parfaite, ou une formation complète. D'accord. Une formation également qui doit être assurée par des enseignants-chercheurs et par des professionnels du secteur. D'accord. Pourquoi? Parce que ça peut faciliter leur insertion. Quand il y a des professionnels, forcément, ils vont essayer de faire quelque chose pour l'insertion. Bien sûr. Déjà, ils sont au milieu connu, et également, ils connaissent ces étudiants. Mais aussi, il faudra également que le recrutement des enseignants soit également un recrutement vraiment basé sur la compétence et non sur la connaissance. Tout à fait. Parce que si c'est basé sur la connaissance, c'est-à-dire un peu le copinage et autres, donc des fois également, ça peut baisser le niveau de formation des étudiants. Bien sûr. Et ça également, les professionnels, comme c'est des privés, ils n'en badinent pas. Donc ils prennent des personnes, des étudiants bien qualifiés, bien formés. Donc ça, c'est également une solution. Donc il faut que le recrutement des formateurs soit basé vraiment sur des compétences et non sur des connaissances. Autre chose aussi, je l'ai dit, il faut que les universités aillent vers les entreprises. C'est ça. Et qu'elles arrêtent de donner juste des conventions ou des recommandations aux étudiants. Il faut qu'il y ait des conventions qui soient signées entre les universités et ces hôtels, ou bien ces agences de voyage, ou bien ces autocaristes qui peuvent vraiment prendre ces étudiants. Mais également, il faudra qu'on fasse comprendre aux étudiants, ça c'est une solution. Oui. Vous avez fait une formation en tourisme. C'est ça. Vous exercez très bien le métier de communication. Bon, après, moi, j'ai fait la formation, je suis toujours dans le secteur, mais il y a d'autres qui sont dans des banques. Oui. Ah, ils ont carrément changé de... Oui, non, ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que la formation, je peux dire, des fois, je dis aux étudiants, la formation du tourisme est l'une des formations les plus complètes. C'est ça. Vous faites... Elle est large, en fait. Pratiquement les troncs communs avec les autres étudiants, la comptabilité, la finance, le marketing, gestion des ressources humaines. Vous faites toutes ces matières. Effectivement. Mais en plus, vous avez des matières spécifiquement touristiques. Effectivement. Le forfait, la billetterie, c'est ça. La conception, les circuits, ça c'est purement touristique. En plus de cela, vous avez d'autres, je veux dire tout à l'heure, des matières quand même qui sont générales. Par conséquent, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si vous sortez dans n'importe quelle entreprise commerciale, vous pouvez quand même déposer votre demande de stage. Et je dis souvent aux étudiants, je sais que vous pouvez quand même faire vos preuves quand vous êtes recruté quelque part. Donc il faudra quand même essayer de voir. Souvent je le dis en gestion, parce que souvent je le dis, quand vous êtes en tourisme, vous êtes à la faculté des sciences, à la faculté de gestion et économique. Donc la FASEC. Pourquoi? Parce que tout ce que vous apprenez, c'est de la gestion ou bien de l'économie. Par conséquent, il y a une spécialité, qui est le tourisme, mais vous êtes à la FASEC. C'est ça. Par conséquent, tout ce qui est matière, quand même, si vous mettez vraiment votre concentration, vous pouvez quand même percer. Je l'ai dit tantôt, hein, on a beaucoup d'amis qui sont dans des banques aujourd'hui, hein, alors qu'ils ont fait la formation touristique. Mais est-ce que les jeunes savent ça en fait? Parce que je prends un exemple, quelqu'un qui sort par exemple d'une école de formation en tourisme, vous l'avez dit tantôt, c'est une formation qui est très large, où il y a beaucoup de débouchés. Absolument. Mais moi par exemple, je peux dire non, moi j'ai fait tourisme, donc je suis campé sur le tourisme, donc moi c'est vraiment l'hôtel. Si j'ai pas un stage en hôtellerie, non, je vais pas aller en restauration ni dans une banque ou ailleurs. Est-ce qu'ils ont cette information ou bien cette culture pour pouvoir aller dans d'autres secteurs, c'est ça? Et puis quand ils vont, généralement, ils font vraiment leur preuve. Hein. C'est ça. Parce que souvent, je l'ai dit, ne vous en faites pas. Toutes les entreprises que vous voyez là, qui sont lucratives, ils n'ont que 2 missions principales. Une mission comptable, une mission commerciale. C'est ça. Des deux, ah oui. Et quand vous faites une formation en tourisme, vous faites la formation sur des matières commerciales et des matières comptables. C'est ça.
Donc, par conséquent, il faudra quand même vous concentrer, faire des recherches avancées et essayer de faire des demandes partout. Et quand vous venez en entretien d'embauche, imposez-vous et révisez vos leçons et répondez aux questions. C'est ça. Et il suffit d'avoir un très bon encadreur. Oui, surtout ça. Un très bon encadreur, ou bien on les appelle comme des maîtres de stage. S'il est généreux, facilement tu peux t'en sortir. Et donc, il ne faut pas que ça limite uniquement à l'hôtellerie, voilà, à la restauration, au guidage. Je vais être hôtesse de l'air. Voilà, c'est ça. Ils font focus sur quelque chose. Hôtesse de l'air, oui, je connais. Donc, ils ont cette possibilité très large, vraiment. D'accord, c'est bien. Donc, les solutions sont apportées par M. Touré. Maintenant, nous allons revenir à l'actualité touristique de notre pays. Alors, le secteur traverse, tout à l'heure, vous l'avez dit, par rapport à votre difficulté. Alors, le secteur touristique traverse des périodes difficiles depuis 10 à 15 ans. On peut citer parmi les causes la COVID-19. Alors, l'instabilité gouvernementale, la situation insécuritaire mondiale, mais surtout le manque de vision touristique claire, le faible niveau de diversification de nos produits et marchés touristiques, en plus du fait que la destination Sénégal est jugée chère, vous êtes d'accord avec moi, vous me direz tout à l'heure, le constat est amer. Alors, entrevoyez-vous des solutions durables pour remettre le tourisme sur le bon rail, pour enfin parler de développement durable du tourisme au Sénégal? Magnifique. Donc, c'est une question très, vraiment, une question très large. Tout à fait. Je vais essayer de répondre. Donc, j'ai retenu 3 points. Bien sûr. D'abord, parlant de la diversification. C'est important, c'est dans ce cadre que nous avons pensé mettre sur place ce qu'on appelle des team building. D'accord. Parce qu'il faudra quand même essayer d'innover, essayer d'innover et de créer pour surtout développer le tourisme. Moi, je me concentre plus sur le marché local que sur le marché international. Ça marche. Donc ça, c'est ma vision patriotique. Et donc, je pense que ce concept, pour dire qu'il faut que les gens essayent de joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi donner des colonies de vacances à nos enfants et que les parents, on ne les offre pas des possibilités d'aller ensemble en week-end? C'est ça. Et je vois souvent les entreprises, les grands, ils dépensent beaucoup d'argent sur les soirées de gala. Oui. Des fois, 100 000 francs pour les billets. C'est juste pour manger un buffet et puis danser un peu et rentrer. Alors que nous, avec 100 000 francs, tu peux avoir un week-end. Je peux dire un week-end, un jour, un samedi et une nuitée. Plus d'autres activités. D'accord. Parce qu'on a des conventions avec des hôtels qui peuvent nous prendre en pension complète, voire en demi-pension, en pension complète, et qu'il y ait des possibilités d'excursion où le groupe, l'entreprise peut passer la nuit avec ses budgets, de passer dans des... Bon, ça c'est une tradition qu'on connaît. Mais il faut qu'on essaie également de changer pour que ensemble les entreprises sortent de Dakar, sortent de Saint-Louis ou Thiès et aller vers les îles de Saloum. Pourquoi pas aller au bioparc de Kédougou? Donc c'est possible. Il suffit juste de prendre ces budgets et essayer de mettre et donner plus de temps aux travailleurs de se connecter socialement. Bon, pas professionnellement, mais socialement. Et pendant ces périodes de divertissement, et vraiment, c'est ce que nous proposons. Et ça, je l'ai fait et j'ai vu que l'expérience avec une grande entreprise sénégalaise, qui fait par exemple, qui organise des séminaires, mais la veille, il me demande de leur organiser par exemple un team building. Et au finish, au résultat, il me dit que ce sont les meilleurs séminaires qu'ils organisent durant tout le temps qu'ils sont là. Bon, je sais pas, je ne peux pas citer, sinon je vais citer le nom de ces entreprises. Donc, on quitte, on fait vraiment un séminaire, un team building avec des excursions. Arrivé sur place, donc l'après-midi, il commence le séminaire. Le lendemain, il continue le séminaire. Et l'après-midi, on fait une petite balade en pirogue. Et le soir, ils rentrent. Le lendemain, le matin, ils font le séminaire. Et l'après-midi, ils clôturent le séminaire pour rentrer sur Dakar. Donc souvent, quand vous les demandez, ils donnent des fiches de satisfaction ou bien des enquêtes. Ils disent vraiment la façon dont ils ont remarqué les participants se sont concentrés sur les thèmes des séminaires ou bien des ateliers étaient différents des autres fois. Pourquoi? Parce que là, ils se sont déjà soulagés, ils se sont vraiment distraits. C'est ça. Et là, ça leur permet vraiment de se concentrer. Donc, du point de vue de la diversification également, il faut qu'on essaie de voir également trouver de ce qu'on appelle des produits, ce qu'on appelle les produits de géotourisme. Le géotourisme, c'est un nouveau concept où l'on parle des géoparcs, pilotés par l'UNESCO. Il faut qu'également le ministre du Tourisme va vers le ministère des Mines pour
voir quelles sont les possibilités de développer vraiment le géotourisme au Sénégal. Pourquoi? Parce que ça fait la valorisation de la mémoire de la terre. C'est ça. Il faut qu'on essaye de faire comprendre un peu. Et ça développe également ce qu'on appelle le tourisme scientifique. Okay. Et puis le tourisme scientifique est très important. Donc essayer de voir un peu le patrimoine géologique du Sénégal. D'accord. Et qui est je peux dire, qui est qui est un peu le substrat de la biodiversité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de géodiversité, il ne peut pas avoir de biodiversité. C'est Donc, clair. ça, c'est des produits qui sont là. Et également, en parlant de diversification, il faut qu'on essaie également les colonies de vacances, qu'on essaie de les imposer au Sénégal. C'est ça que je voulais vous demander tout à l'heure quand vous parlez. Moi, je n'ai jamais vu des Marocains venir au Sénégal passer des colonies. Surtout les Je n'ai jamais vu des Dubaïotes. Je n'ai pas voulu vous couper, mais c'est la question que je voulais vous demander. Non, parce donc il faut qu'on essaye de faire maintenir nos enfants ici C'est pour ça. les colonies. Prendre des centaines de millions, les amener dans d'autres pays. Oui. En ce moment, nos hôtels sont vides, C'est ça. nos sites touristiques sont vides, les guides sont en chômage, les moniteurs. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus patriotique et Effectivement. qu'on essaye d'abord de découvrir, parce que Sénégal, aujourd'hui, nous avons, je pense, 6 pôles. Et chaque pôle peut compter au moins 4 à 5 sites touristiques où les jeunes Sénégalais peuvent aller passer là-bas Bien leur sûr. colonie de vacances. Ça leur fera découvrir le Sénégal. Le en Sénégal, même temps. et C'est tout on jeune. parlait de culture. Bien sûr. Donc je pense qu'il faudra qu'on essaie de changer de vision sur ce plan. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on voit beaucoup sur les réseaux, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux rendre compte des team building qu'on parlait tout à l'heure. C'est pas la peine de dire, hein, il fallait que je vous pose la question que vous organisez au profit des grandes entreprises. Alors concrètement, c'est quoi un team building et quels sont les principaux objectifs? Super. Donc, un team building, donc, je me suis inspiré un peu sur ce qu'on appelle les incentives. Okay. Donc, l'incentive, c'est des voyages que les grandes entreprises offrent à leurs employés pour aller découvrir d'autres destinations. Tout à fait. C'est très développé dans les pays développés. Donc, ils quittent l'Europe, ils quittent l'Amérique pour venir en Afrique, donc, ou bien aller dans les différentes destinations. Et ça, ce sont des moments de symbiose, des moments de fraternité et des moments de convivialité. Tout à fait. C'est ça que je me suis inspiré pour développer quand même le team building, mais qui est né aux États-Unis dans les années 90. D'accord. Donc je lui dis que bon, moi, pourquoi pas, comme ici les entreprises ne font pas des incentives, je vais les proposer des team building qui durent une journée, 2 jours, maximum 3 jours. D'accord. Et ça, vraiment, c'est un concept que j'ai commencé à développer. Quand il y a la Covid, tout était fermé. C'est ça. Et en son temps, il y avait Pama Diop, le directeur général de l'ASPT, qui avait demandé avec ses collaborateurs, les agences de l'ASPT, Agence sénégalaise de promotion touristique, de leur proposer quelque chose. Et ils avaient mis en place une plateforme qu'on appelait Tamou Sénégal. D'accord. Et sur Tamou Sénégal, moi, trop tôt, j'ai cru au projet, comme parce que c'était la Covid. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce que je peux leur proposer comme produit. Oui. C'est en ce moment que j'ai pensé au team building et j'ai proposé. D'accord. Et sincèrement, durant l'après-Covid, c'était ces activités vraiment qui me permettaient de s'en sortir. Bien sûr. Pourquoi? Parce que je venais juste de reprendre des activités. Oui. Mon site internet était carrément buggé. Oui. Il fallait reprendre des activités, relancer. Et je n'avais pas encore les moyens pour aller participer au salon. Bien sûr. Donc je pouvais me baser sur le tourisme local. Tout à fait. Et là, alhamdulillah, Ça marche. vraiment, je suis le numéro 1 des team building du Sénégal. Ah ben c'est bien. Ça, je vous l'ai dit. Et, et vraiment, je mets des conditions, je mets la qualité, et je mets vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment... Ce matin, en venant, il y a une agence, une entreprise que j'ai fait, que j'ai organisé une team building il y a quelques jours. Ils venaient de me rappeler aussi, parce qu'ils me disent que vraiment, ils sont très contents. Doy le ñu. Mais nous nous neex doy dañuy dolli ba leen bismillah. Ah oui. Il faut pour vous dire, revenir. vraiment, souvent c'est des choses que les gens ne connaissent pas. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on fasse beaucoup de... C'est pourquoi vous avez vu mes vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, oui. Je fais des sponsoring, je fais un peu je sponsorise un peu mes publications Oui. pour avoir plus de références, Oui. un référencement, avoir plus d'ergonomie et également avoir plus de possibilités que mes produits soient visibles sur le terrain. C'est bien. Et là, vraiment, nous sommes sur ce point, nous sommes vraiment numéro 1 pour l'organisation des team building au Sénégal. Ce qui me pose problème, c'est que c'est un Touré qui est un numéro 1 en team building. C'est un problème. C'est juste ça qui me pose problème, mais bon, c'est pas grave. Bon,
Non, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, parlons maintenant de la promotion de la destination Sénégal. Il y a la promotion touristique extérieure et intérieure. Pensez-vous que l'efficacité est réelle par rapport à ce qui se fait jusqu'ici? Bon, donc vous avez abordé 2 points importants. Donc, parlant de la promotion intérieure et la promotion extérieure. Tout à fait. Je pense que le directeur général aujourd'hui de l'ASPT est un homme de sérail. Oui, c'est un homme du métier. Donc, qui est comme nous, qui est un acteur, donc qui a son hôtel. Oui. Donc, un professionnel, qui fut également mon professeur à l'université de tourisme durable. D'accord. Donc, il y aura là à l'arbre. Ok. Il y aura là à l'arbre. Donc, je pense que quand même, là, je ne parle pas de la personne. Je parle de la structure. Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'ASPT peut mieux faire. Okay. Surtout au niveau intérieur. Okay. Au niveau intérieur, quand même, il essaye d'organiser des salons, quand même, qui est quelque chose de rare. Je pense depuis le TICA qu'on avait organisé en 2009 sous Wad, depuis lors, il n'y avait plus de tourisme. Il n'y avait plus de salons qu'on organise. Bon, maintenant, les salons qui sont organisés, peut-être des fois, ils l'organisent tard, parce que les salons, normalement, doivent se préparer au moins 365, c'est-à-dire un an avant, d'accord. Où on essaye de faire un peu le tour du monde pour essayer d'inviter les grands tour opérateurs. Donc c'est vrai, quand il vient vraiment, je pense qu'il organise des éductours avec quelques théos quand même africains qui étaient là. Tout à fait. Mais je pense qu'ils peuvent quand même commencer déjà présents pour quand même inviter des gens pour les prochains salons. Mais en parlant de promotion intérieure, vraiment, je peux dire, la promotion a vraiment baissé par rapport au régime d'avant. D'accord. Parce qu'avant, on voyait un peu à Dakar, partout au Sénégal, où il y avait vraiment sur les panneaux publicitaires, on voyait des sites touristiques, on parlait de l'ASPT, on voyait vraiment des sites. Je me demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent pour aller faire des flockings sur la terre. La terre, pratiquement, elle transporte au minimum chaque jour plus de 20 000 personnes. Oui. Donc, mettre la promotion sur les wagons de terre, c'est quelque chose. Pourquoi ne pas mettre également pour le BRT? Ouais. Donc, c'est des milliers où on peut mettre vraiment la promotion, essayer de floquer ces bus avec les sites touristiques, inciter les gens à les visiter. Tout à fait. Donc, ça, c'est quand même une promotion qui n'est pas du tout chère et la clientèle ou bien la cible est facilement accessible. Tout à fait. Pour le tourisme local. Tous les jours, les gens se lèvent le matin pour aller au bureau. Oui. Et tous les jours, quand tu vas, par exemple, un site sur les îles de Saloum, un site sur Kédougou, sur les chutes de Dindéfélo, mais tu diras que je vais essayer d'aller découvrir ça. Bien sûr. Ça, c'est dans l'esprit. Le premier réflexe, oui. Le premier réflexe. Mais aussi, ça, c'est la promotion. Donc, du point de vue également relationnel, promotion avec les agences, parce qu'il faut également créer un réseau pour les agences de voyage. Il faut également qu'ils évitent de tomber dans le piège de certaines associations. Parce que s'ils veulent focaliser toute leur promotion sur certaines associations, également ça peut dénaturer leur objectif. Bien sûr. Moi, je suis un non-aligné. Donc, je ne fais partie d'aucune association. Mais je suis quand même acteur touristique. Bien sûr. Donc, des fois, s'ils invitent des acteurs de tourisme, il ne doit pas se limiter seulement à des gens qui sont dans ces associations, mais il y a des indépendants qu'ils doivent inviter et qui peuvent contribuer fortement sur la promotion locale. Bien sûr. Et qui ont une expérience avérée dans ce domaine. Parlant du tourisme également international, je pense qu'on doit essayer de voir comment on peut changer de marché. C'est vrai, c'est le marché français qui est le marché le plus porteur de clientèle pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous avons la clientèle russe. Oui. Nous avons qui commence à s'intéresser. Nous avons la clientèle chinoise. Chinoise aussi. Également. Nous avons également des Thaïlandais. C'est ça. Donc, vraiment, qu'il y ait un nouveau marché ou bien de nouveaux marchés que l'ASPT peut essayer de voir comment il peut pénétrer ces marchés et essayer de développer. Parlant aussi de la promotion, je pense qu'ils ont fait quelque chose, ils ont fait quelque chose avec la Coupe d'Afrique, mais on ne le sent pas encore avec la Coupe du Monde. C'est ça, oui. Mais peut-être ça va venir. La Coupe du Monde, vraiment, c'est pour également. Bientôt, là, c'est la Coupe du Monde. C'est une occasion. Et il y a une autre chose que je parle ici, ce n'est pas politique, mais c'est l'intérêt du Sénégal. C'est quand on parle de la candidature de Macky Sall à l'ONU. Oui. L'ONU, si Macky Sall est élu secrétaire général de l'ONU,
je pense qu'on dira que c'est un Sénégalais qui est secrétaire général. Le fait de dire c'est un Sénégalais, ça fait un référencement sur le moteur de recherche de Google. Bien sûr, c'est un savant. Donc, c'est quelqu'un qui peut porter la promotion comme le faisait avant Amadou Mahtar Mbaou, Jacques Diouf, Abdou Diouf. Aussi, donc, je pense que nous avons quand même des sommités que nous devons soutenir dans ce cadre et puis essayer de voir pour faire la promotion. C'est comme on le fait avec Youssou Ndour. C'est ça, effectivement. Vraiment, c'est des... avec Akon, avec c'est des gens qui sont là, Kabilam. Les porteurs, oui, Kabilam. Ouais, je le vois, Kabilam, avec les Jeux Olympiques. Oui. Qu'on ne sent pas. Oui. Les Jeux Olympiques, aujourd'hui, vous qui êtes vraiment des professionnels de la communication du tourisme, sincèrement, ils devraient passer ici. Oui. Parler de la communication. Et même sponsoriser cette émission qui est suivie partout au Sénégal et dans le monde. Donc voilà des failles. Je ne dirais pas des failles, mais peut-être c'est des manquements qui doivent essayer de corriger très rapidement pour faire la promotion du tourisme international. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui viendront pour les Jeux Olympiques. Les JOJ, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour vendre? C'est ça. C'est pas seulement jouer, faire leur jeu, aller dans les hôtels et rentrer. Nous sommes des agences de voyage. Nous sommes spécialistes en matière de vente et d'excursion, de circuits, de périples. Mais jusqu'à présent, on n'est pas contacté dans ce domaine. Est-ce que la vente, la promotion, elle est faite juste à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Est-ce que vous avez une visibilité à l'extérieur par rapport à la promotion de la communication, surtout des JOJ à l'extérieur? Est-ce que ça se sent? Bon, c'est là où je te dis. Déjà, au niveau national, on ne le sait pas. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, déjà, au niveau national, ça reste la promotion. Elle doit être plus agressive et vraiment plus présente. Tout à fait. Au niveau international. Bon, peut-être le comité international des JOJ, peut-être ils font ce qu'ils doivent faire. Mais au niveau international, nous, on doit profiter de ça pour faire quand même vendre nos destinations, vendre nos sites. Et quand les gens seront là, également, essayer de découvrir également le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'après demain, ils peuvent revenir aussi en famille. Bien sûr. Donc, les JOJ également, vraiment, doivent être plus persécutants pour que vraiment la promotion, la destination Sénégal soit mieux vendue et mieux visible. En tout cas, ce serait l'occasion pour le Sénégal de décoller un petit peu par rapport à... Surtout. Avec les JOJ. Effectivement, pourquoi? Parce que imaginez la France qui l'a organisé en 2022, je pense. 2022 ou 2024. La France s'est retrouvée avec 70 millions de touristes. 70 millions. J'ai dit 70 millions parce qu'ils étaient à 71 millions de touristes en 2022 à cause des Jeux Olympiques qu'ils ont organisés. Et donc, la France, depuis lors, elle est la première destination mondiale touristique qui a détrôné l'Espagne. Donc, par conséquent, il faut qu'on essaie également de voir. Alors que toute l'Afrique, je pense qu'on est à 70 millions de touristes, toute l'Afrique. Et la France, en une seule année, a accueilli 70 millions de touristes. C'est grave. Très grave. C'est grave. Espérons que ça va changer, surtout si on diminue les tarifs de la destination et les chers, comme on l'a dit tantôt. Donc, je pense que tout ça, ce sera peut-être revu pour que vraiment pour permettre à tout le monde de venir découvrir le Sénégal pour qu'on puisse atteindre quand même Bon, effectivement, mais souvent les gens en parlent. Il faut diminuer. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les prix... Ça augmente de plus en plus. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Bon, maintenant, tout le monde dit que vraiment la destination est chère. Bon, les gens font quand même... je ne dirais pas un mauvais procès quand même aux hôteliers, mais souvent on dit que c'est les hôtels. Mais aussi les billets d'avion sont très chers. Mais c'est les billets d'avion, c'est les hôtels, c'est un autre cas. Le transport est très cher. C'est très cher. Même le transport aussi. Si vous êtes là en train de faire ce qu'on appelle la sous-location, comment j'ai oublié un peu le terme, quand vous sous-louez des véhicules, vous vous rendrez compte qu'également le transport est très cher. Le transport également est très cher. La restauration est très chère. Même vous, quand vous sortez avec votre famille pour aller dans un restaurant touristique à Dakar, des fois, c'est très cher. Allez-y sur la petite côte, c'est très cher. Donc, je pense que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui doit être vu. Qui est très cher. À revoir. D'accord. Donc, c'est l'ensemble qu'on doit, la chaîne touristique qu'on doit revoir. D'accord. Alors, on va aller à la dernière question. Oui. Alors, quels sont les rôles et les responsabilités du guide touristique professionnel pour que la destination Sénégal soit beaucoup plus attractive et compte parmi les 10 premières en Afrique? En Afrique, oui. Je pense que nous sommes, le Sénégal actuellement, nous sommes 13e sur 19 en Afrique, destination. Donc, on est en avance que
sur ce pays. Donc, en parlant du guide touristique, je pense que c'est le maillon le plus important du tourisme. C'est le maillon le plus important dans la mesure où je suis guide touristique, je suis directeur d'agence, mais c'est le corps que je le manage le mieux. Pourquoi? Parce que je manage le mieux. Pourquoi? Parce que quand le guide faille, tout passe dans l'eau. Hein. Tout tombe dans l'eau. Donc, il faudra vraiment que le guide touristique soit d'abord très bien formé. Très bien formé. Qu'il soit également quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise. Parce que tu ne peux pas être guide touristique, tu ternes l'image de la compagnie qui t'engage, rien que pour donner ta carte de visite personnelle au client. Des fois, ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, ce sont des risques du métier du guidage. Mais aussi, les guides touristiques, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est la personne la plus, c'est l'une des personnes les plus savantes du secteur touristique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance transversale dans tous les domaines. Culturel, histoire, économie, politique, sciences. Pourquoi? Parce que des fois, tu es là, tu rencontres n'importe qui vous pose des questions. Donc, comme je l'ai dit, le touriste, il est au front office. Quand des clients arrivent, les clients de l'agence, ils ne voient pas le directeur général, ils ne voient pas le producteur. Bien sûr. Mais arrivé à l'aéroport, où est le guide? C'est ça. Il demande c'est le premier contact. C'est le premier contact. Donc, c'est quelqu'un qui est très important pour l'image de son entreprise et l'image du pays, ou bien son propre image, parce qu'il y a beaucoup de guides aujourd'hui qui vendent eux-mêmes et puis qui avrent. Donc, souvent, si le guide n'est pas en mesure vraiment de satisfaire la clientèle du point de vue connaissance, du point de vue recherche, des fois également, ça peut donner une mauvaise image du pays et surtout de la qualité du pays. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui doit être là, qui doit sécuriser également les clients, qui doit veiller sur eux, qui doit les protéger et surtout défendre leurs intérêts. Donc les guides touristiques doivent être vraiment quelqu'un, je veux dire le parrain du touriste durant son séjour au Sénégal. Mais aussi le guide touristique également, c'est quelqu'un également, je pense que ça on n'a pas ce problème, c'est des personnes très habiles, très correctes. Vraiment très correctes parce qu'on les voit très disciplinés et qui font le travail comme il le faut, qui respectent les horaires de travail, qui descendent à l'heure et aussi vraiment qui sont très bien formés. Bon, mais des fois, il y a certains, parmi, c'est dans tous les secteurs où des fois il y a des personnes qui n'ont pas, par exemple, le droit d'exercer le métier, des fois qui exercent. Bien sûr. Moi, je pense que ces personnes également, l'État doit trouver une solution pour voir comment on peut les encadrer. Pour qu'on essaye de les donner des cartes, pas de guide quand même, mais qu'on essaye en tout cas de trouver un moyen de les régulariser pour qu'ils puissent également gagner leur vie. Bon, des fois, il y a la police touristique, des fois qu'ils les prennent et puis je pense que c'est vrai, on doit éviter tout ce qui est racoleur, mais si c'est des personnes dignes qui viennent travailler, on peut les encadrer et également essayer de voir comment on peut les former. Des fois, il y a des personnes qui ne sont pas formées dans les universités, mais du point de vue connaissance locale, ce qu'ils connaissent... Même les personnes qui sont... ne le savent pas. C'est un savoir. Par exemple, moi, quand j'accompagne mes clients, partout où je pars, partout au Sénégal, non seulement je veux leur faire travailler, mais je demande des guides locaux. Parce qu'ils connaissent mieux que moi le terrain. Parce que c'est leur nature, c'est leur milieu naturel. En plus, ça les permet également de gagner quelque chose et que les retombées touristiques doivent être vraiment senties par toute la couche de la population. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui sur ce secteur. On a parlé un peu de tout. Je vais vous laisser dire au revoir avant de fermer. Bon, merci de m'avoir invité et de me donner cette occasion de m'exprimer sur le secteur que j'aime le plus. C'est ma vie, le tourisme. Et donc, c'est une occasion également de remercier vraiment d'abord Pape Ibrahima Diouf. Oui, M. Diouf. Vraiment, c'est une personne magnifique. Ah oui, ça, j'en sais quelque chose. Merci. Donc, lui, je ne peux pas vraiment avancer sur lui parce que je connais la personne. Bien sûr. Personne très, très joviale, très honnête et très sérieux. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, demain, il doit animer un thème au niveau de l'ISEP de Thiès. Ah, d'accord. Avec mon ami Mamoudou Kane et le Kane, professeur Maïssa Sek.
Donc j'y vais pour assister à cette conférence, quand même qui est très importante, parlant un peu avec d'autres invités. J'y vais parce que c'est des personnes que je connais et puis je sais qu'ils détiennent vraiment une connaissance très importante dans le secteur du tourisme. Bien sûr. Donc également je fais mention spéciale au directeur général de ENSUP Afrique, là où j'enseigne également la gestion hôtelière et le tourisme, qui est également l'une des meilleures écoles de formation supérieure du Sénégal. C'est une occasion également de remercier le directeur de ISFAT, le professeur Ibrahim Ngom, qui est en train vraiment de faire un travail extraordinaire sur la formation. Parce que c'est important aujourd'hui, et il a développé un concept qu'on appelle le iFlex au niveau de la formation universitaire. Parce que peut-être c'est un concept qui n'est pas encore bien répandu au Sénégal, mais qu'on doit vraiment développer pour la formation des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les étudiants, tous les jeunes disposent de smartphones. Tout à fait. Et la plupart des étudiants aujourd'hui, quand vous êtes en classe, ils prennent leurs cours sur les smart. C'est ça. Donc quand on parle de smart, donc on parle de iFlex, ça veut dire donc high-tech qu'on associe à la flexibilité. Il faut que l'enseignement aujourd'hui devienne plus flexible. Quand c'est plus flexible, les jeunes vont s'intéresser plus à la formation et vraiment, ils pourront vraiment se développer. Donc, mention également spéciale au directeur général aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu quand même à travailler avec vous, avec Sahel Évasion, dans le cadre de vos corridors. Effectivement. Vraiment, qui est un concept très important, un événementiel, que même le ministre du Tourisme devrait s'approprier. Et je profite de cette occasion pour demander également au ministère du Tourisme, à l'ASPT et autres de vous accompagner. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'une des émissions les plus durables parlant du tourisme. Et je pense que tous les acteurs ou bien toutes les personnes émérites du Sénégal ont défilé sur ce plateau. Bien sûr. Parlant du secteur. Bien sûr. Et sans la communication, le tourisme ne peut pas se développer. Du tout. Il nous faut la communication et également une occasion également de saluer mon ami et frère Abdoulaye Savaré. Vraiment un ami, un frère, donc qui est également le directeur du Festival international de Sahel, qui est en train vraiment de beaucoup travailler pour voir comment on peut développer en créant un peu des camps de vacances avec la SPT et d'autres agences. Tout à fait. Donc également c'est une occasion également. Il faut essayer également d'aller voir les directeurs des hôtels sur la Petite Côte. Ah oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. J'attends juste les sponsors qui viennent, comme ça moi Google, on va sortir, on va aller au fin fond du Sénégal. À rencontrer la population, rencontrer les hôteliers, les acteurs. Ne vous en faites pas pour ça. Merci également mes prières à mes parents. Je leur souhaite une longue vie. Donc aussi la famille, mes enfants, tout le monde. Mes parents là où je viens aussi, je viens de Dougar. Donc c'est à Diamniadio. Donc mes parents seraient très agréables, très joyeux et puis très conviviaux. Donc vraiment je les salue également. Et je vous remercie de m'avoir invité et la confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Bienvenue Dougal, le premier portail d'entrée au Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain avec un autre acteur. Sur ce plateau, on va discuter toujours tourisme. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.